Bonjour à tous, très heureux d'être ici pour échanger avec vous et poursuivre un petit peu les échanges de la matinée, et en particulier ce qu'a pu dire Jacques en introduction, et sur lequel je voudrais rebondir de manière assez libre. Je vais vous parler bien sûr de mon institution, que certainement vous ne connaissez pas, qui pourtant, je pense, revêt un intérêt particulier. En tout cas, je vous préviens tout de suite que je vais parler pour ma paroisse, pour ce qu'on fait à l'Institut Paris Région et pour ce que ça pourrait inspirer un peu plus largement au niveau national. Et comme articulation entre le territoire et le national, parce que je pense qu'il y a là un sujet majeur, et c'est là où je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jacques ce matin. Je pense qu'on partage tous, en tout cas moi, ce constat un petit peu de patinage, ou en tout cas, on n'est clairement pas au niveau d'ambition et de réalisation auquel on devrait être collectivement. Mais par rapport à ce que tu as dit, Jacques, tout à l'heure, je m'inscrirais un petit peu en contrepoint, en contre-pied sur deux choses. D'abord, tu as employé le mot de pilotage par la data. Certes, mais je pense que l'enjeu, c'est pas piloter, c'est décider, c'est pouvoir. Je pense que le mot qu'il ne faut pas oublier, c'est le mot de pouvoir. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la data. Au départ, je suis historien, historien du politique, historien des rapports entre l'État et la société civile dans différentes configurations. Et ce que c'est un historien du pouvoir, c'est que le pouvoir ne se construit qu'avec le savoir. Voilà. Louis XIV, la construction de l'État moderne, c'est compter des feux, c'est compter de la richesse pour pouvoir lever l'impôt et pour pouvoir construire une armée. La reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'INSEE de 1946. Il faut savoir pour pouvoir. Et aujourd'hui, on est évidemment dans un changement complet de configuration, des transformations complètes de la société, de l'économie, de l'environnement et du régime de la donnée et du régime de la connaissance. Et donc, on est dans cette reconfiguration complète qu'il faut qu'on fasse entre savoir et pouvoir pour sortir de ce qu'on appelle l'impuissance publique, qui est quand même un problème démocratique majeur. Donc, la question du pouvoir, et puis la question, tu as dit, regarder vers le bas. Moi, je dirais regarder vers le haut. Ça ne veut pas dire regarder vers l'État. Ça veut dire regarder vers ce que nous, en tant que nation, on se fixe comme objectif. Pour nous, c'est quoi cet enjeu de se saisir de cette reconfiguration du rapport entre le savoir et le pouvoir pour retrouver un pouvoir d'agir, pour retrouver une capacité à avoir prise sur les choses en tant que nation et en tant que démocratie. Pourquoi je tiens à ce discours un peu décalé par rapport, enfin, je veux dire, voilà, à notre vie quotidienne et à nos enjeux quotidiens auxquels, évidemment, je vais revenir. C'est que j'ai eu la chance de vivre à Taïwan. Pendant 4 ans, j'ai été conseiller culturel à Taïwan de 2014 à 2018. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était que la data, ce que c'était que cette révolution qu'on était en train de vivre, qui était à la fois une révolution épistémologique et une révolution politique. Parce qu'à Taïwan, je suis arrivé quelques mois après la révolution des tournesols. La révolution des tournesols, c'est une génération qui se lève, qui change le destin de son pays à partir d'outils d'open data, à partir d'outils de partage de données économique, politique. C'est à Taïwan un projet d'accord de libre-échange avec la Chine, une bureaucratie et un pouvoir qui avance à l'époque pro-chinois, et une jeune génération qui met en ligne des outils pour que chacun puisse se représenter ce que ça veut dire, l'impact de ces décisions politiques sur leur vie quotidienne et sur le destin de leur nation. Et donc c'est une nouvelle génération de codeurs, de développeurs, d'acteurs de la civic tech qui vont provoquer cette révolution. Et moi j'ai eu la chance pendant 4 ans de travailler avec la société civile, de travailler avec les civic tech taïwanaises, avec Audrey Tang qui est entre-temps devenue ministre du numérique, et de voir cette reconfiguration des rapports entre la société civile et l'État autour de cette question de la data. La data comme lieu du conflit, je viens d'en parler, mais aussi le lieu de la coopération. Voilà. Le lieu où le pouvoir accepte de s'ouvrir et accepte d'entrer dans une relation horizontale, dans une relation de coopération avec la société civile et avec ses militants qui sont armés de quoi? Qui sont armés de leur capacité à comprendre la data, à comprendre comment on la fabrique, comment on l'exploite, comment on la partage. Et ça, c'est pour moi, avec mon background d'historien, une expérience tout à fait fondamentale. Et je reviens à Paris et en France en 2018. Je reviens comme directeur des études de l'Institut Montaigne, donc un bon point d'observation du pouvoir en France et de ses rapports avec la société. Et évidemment, je trouve quelque chose de complètement différent. Et je trouve, je dirais, un manque fondamental de cette soif
de savoir pour pouvoir. Il y a un excellent livre qui est paru en 2016 d'un auteur qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a écrit un livre qui s'appelle Révolution, et qui parle de la capacité du système politique français à faire des constructions imaginaires. Voilà. Et donc, quand on fait des constructions imaginaires, on n'a finalement pas trop besoin ni envie de savoir ce qui se passe réellement dans la société. Il y a un excellent livre de François Cornu-Gentil qui s'appelle Savoir pour pouvoir, sortir de l'impuissance publique, qui montre, par exemple, sur la base de ses travaux de députés, qu'on ne sait tout simplement pas ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. On ne sait pas quelle est la population de la Seine-Saint-Denis. Il y a Grégoire Goussef, qui est du département de la Seine-Saint-Denis, qui nous a quittés, qui était là tout à l'heure, qui pourrait en parler. Donc, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui poser des bases de politique publique alors même que nos élites, finalement, d'une certaine façon, ne ressentent pas le besoin de savoir ni le besoin de comprendre quelle est la révolution qu'on est en train de vivre. Je suis un peu radical, mais on l'a quand même tous vécu au moment de la crise Covid, et le contraste entre ce qu'a vécu Taïwan et ce qu'a vécu la France est quand même fondamental. Je l'ai vécu, du coup, j'ai pu suivre ce qui se passait à Taïwan. Taïwan a traversé le Covid à travers ce lien entre la société civile et le pouvoir, à travers la question de la data. Voilà. La question de l'information et la question de la data et la manière dont les acteurs de la civic tech ont mis au point, en lien avec le gouvernement, les applis, et notamment pour le partage des masques, la localisation très précise des masques, où ils étaient disponibles, etc. C'est un message d'une très grande force. C'est-à-dire, ça veut dire que collectivement, à travers cette capacité à se saisir du pouvoir de la data, on est plus fort collectivement en tant que nation, et l'enjeu pour Taïwan, c'est de se construire en tant que nation, et parce que c'est extrêmement sécurisant de savoir qu'on a les choses en main à travers ces questions de données et qu'on retrouve un pouvoir, en l'occurrence le pouvoir de savoir dire où sont les masques dont on a besoin si urgemment, dans quelle pharmacie on les trouve, comment on se les partage et comment on peut même ensuite les partager avec le monde quand on en a trop. Et évidemment, l'expérience que j'ai faite d'essayer de voir un petit peu comment les choses se passaient en France, j'en ai fait une note pour l'Institut Montaigne, c'est une expérience radicalement différente. Il y a un témoignage très intéressant du général Lizuret, le directeur général de la police nationale, que Édouard Philippe avait chargé de superviser les différentes cellules de crise, et qui dit, mais dans la cellule de crise au sous-sol de Beauvau, aucune donnée ne remonte. C'est-à-dire que tout était remonté en tableau Excel à la main. Il n'y a rien qui s'affiche, généré automatiquement, et donc pour piloter, certes, mais surtout pour décider et avoir prise sur les choses. Alors, du coup, je me permets un peu ce détour avant de revenir aux questions qui nous occupent plus directement et à la question de l'échelle régionale. Aujourd'hui, je suis directeur de l'Institut Paris Région, qui est une agence, alors difficile de se définir. Au départ, on est une agence d'urbanisme créée en 1961 à l'échelle régionale. On a agrégé, je dirais, toutes les expertises régionales au fur et à mesure. On a aujourd'hui l'Observatoire régional de la santé qui est dans nos murs. On a l'Agence régionale de la biodiversité, l'Observatoire des déchets, l'Agence régionale énergie-climat. On est aujourd'hui 180 experts, 30 millions de budget. C'est juste énorme à l'échelle même du pays. Et je dirais c'est un endroit très intéressant pour décrire la situation où on en est et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui trouver ce chaînon manquant. Jacques, c'était l'expression que tu employais. Quel est le chaînon manquant aujourd'hui pour faire de la data, non plus seulement une série de projets excitants et inspirants, mais une vraie orientation pour la nation aujourd'hui et pour la résolution de sa crise démocratique. Moi, ma conviction que j'ai acquise au fil des années, qui m'a amené au poste où je suis, c'est qu'un de ces chaînons manquants, en tout cas, c'est la question c'est l'échelon régional. Pourquoi l'échelon régional? Parce que c'est celui qui nous oblige aujourd'hui à penser différemment l'articulation entre la nation et ses territoires. La crise démocratique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une crise de la difficulté d'un État qui voit bien qu'il ne peut plus connaître. Voilà. Les grandes enquêtes de l'INSEE, hériter de l'État royal, aujourd'hui, on ne peut plus saisir la société à partir de cette donnée-là, qui est une donnée froide, qui est une donnée rétrospective et non pas prospective, qui est une donnée où on n'injecte pas l'intelligence collective nécessaire aujourd'hui pour le partage et l'exploitation de la donnée. Et en même temps, je dirais, l'agrégation de l'ensemble des projets territoriaux et locaux qu'on peut avoir les uns et les autres ne fait pas une grande politique publique nationale,
et ne fait pas une ambition partagée. Ce que je trouve intéressant dans l'échelon régional, c'est qu'il est suffisamment grand pour être stratégique. Il est suffisamment grand pour développer des politiques publiques qui font des preuves de concept, notamment sur la question des données, que ce soit dans le partage des données ou que ce soit justement dans l'utilisation des données au service des politiques publiques, et qu'en même temps, ça reste un échelon territorial. Ça reste un échelon où on peut mettre des choses sur une carte, où on peut croiser des données de manière territoriale pour voir des choses, et où on a en face de nous, clairement, des élus, des citoyens, et des choix à faire, ne serait-ce que parce qu'il y a des questions spatiales qui se posent. Cet intérêt de nous faire travailler ensemble sur cette question de l'articulation du national et du territorial, je le vois dans plein de questions de données aujourd'hui. On pourrait discuter avec l'IGN sur la question de l'OCSGE, l'occupation du sol à grande échelle aujourd'hui. Nous, à l'Institut Paris Région, depuis 1982, on a cet outil du mode d'occupation des sols, le MOS. On suit, de manière évidemment qui a évolué au cours du temps, de manière très précise, l'occupation du sol à une échelle assez fine pour pouvoir justement opérer la planification et l'aménagement de la région Île-de-France comme c'est notre objet. Et aujourd'hui, on a besoin de cet outil, non pas seulement à l'échelle de l'Île-de-France, mais à l'échelle nationale, pour suivre notamment les questions d'artificialisation et de ZAN, mais pas seulement. On a absolument besoin d'avoir en partage un outil national qui nous permette de savoir comment on aménage le sol de notre pays. C'est l'objet de cet outil OCSGE, mais qui se fait, je dirais, dans un frottement entre la question de comment on a un outil national et en même temps comment on peut agréger, capitaliser sur ce que nous on a fait depuis 1982, mais sur ce que la région Hauts-de-France a fait aussi depuis un certain temps, sur ce que la région Grand Est a fait. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à se parler entre un niveau national et un niveau territorial pour créer de l'intelligence collective? Et aujourd'hui, c'est très difficile. On l'a vu avec le recensement, avec les projections démographiques de l'INSEE. L'INSEE a fait tourner son modèle traditionnel à Lille, voilà, une boîte noire pour nous dire quelle sera la population française en 2050 et en 2070. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin d'un retour avec des acteurs territoriaux pour comprendre les dynamiques territoriales, comprendre les dynamiques d'aménagement qui sont quand même assez, on le voit en Île-de-France, assez déterminantes pour savoir qui habitera où dans un certain temps? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion fondamentale à mener sur ce que ça veut dire qu'habiter, sur, voilà, on voit les travaux très, très novateurs de Lévy École de Filles récemment sur voilà, qui habite aujourd'hui dans les métropoles. D'autres exemples, et pour montrer qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant dans cet échelon régional, c'est un échelon qui gêne. Voilà. C'est un échelon qui gêne parce que, ou qui, en tout cas, autour duquel ça frotte, parce que c'est un échelon qui vient introduire, je dirais, un niveau politique qui oblige à penser l'échelon national différemment. Alors, et je pense que on a beaucoup, quand je me suis intéressé à ces questions, on a beaucoup échangé avec Jacques sur cette valeur de l'échelon territorial. Attention, évidemment, il ne s'agit pas de déterminer une compétence. Il ne s'agit pas absolument, il ne s'agit pas de déterminer des frontières. Au contraire, l'échelon régional, il est intéressant si et seulement si il permet de créer une plateforme, il permet de créer de l'intelligence collective au niveau territorial, à un niveau justement suffisamment macro pour entrer dans un dialogue avec ce que c'est qu'un projet national pour le pays. C'est ce qu'on essaie de faire à l'Institut Paris Région, avec cette particularité d'être un acteur intimement lié à la région, puisque c'est elle qui nous finance en grande partie, mais aussi une association. Nous ne sommes pas un service du Conseil régional, nous sommes une association ouverte à notre gouvernance. Nous avons la région, la métropole du Grand Paris, quasiment tous les départements franciliens, beaucoup d'intercommunalités, nous avons aussi l'IGN, nous avons la Banque des Territoires, nous avons SNCF, RATP. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est un acteur intéressant dans ce nouveau régime de la donnée. D'abord, un endroit où on peut ensemble décider la donnée qu'on crée collectivement. Tous ces acteurs publics, mais aussi les acteurs privés. Il y avait un collègue de Keolis. Keolis fait partie du consortium qu'on a créé pour lancer une grande enquête transport. Aujourd'hui, en Île-de-France, on est quasiment à l'aveugle sur les transports. Les dernières données sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est les grandes enquêtes d'Île-de-France Mobilité qui datent des années 2010, et avant le Covid. Et donc, on est complètement à l'aveugle. On voit bien que là, ce changement de régime de la donnée, aujourd'hui, parce qu'on ne l'a pas anticipé, il nous laisse complètement nus
est complètement, je dirais, dépourvu des moyens nécessaires pour décider. Et donc on a lancé cette grande enquête dont on aura les résultats à l'automne. On a équipé 3000 franciliens d'un boîtier GNSS. On les a suivis pendant une semaine, on les a appelés par téléphone et on aura donc une photographie extrêmement complète et intéressante de la mobilité des franciliens. On aura les données à l'automne. Il n'y a pas là de grandes nouveautés technologiques, mais l'intéressant c'est la méthode, c'est la manière dont on a pu créer un consortium public-privé pour créer ensemble la donnée dont on a besoin. Le deuxième projet qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est la convention qu'on a signée avec le CNES sur les données satellites. On entre aujourd'hui avec les données satellites, là aussi, dans un nouvel univers de la donnée. Jusqu'ici, le mode d'occupation du sol dont je vous parlais, il est fait à partir d'orthophotos. Évidemment, avec le satellite, on passe à un nouveau régime, on passe à des données qui sont beaucoup plus fraîches, qui peuvent être renouvelées beaucoup plus souvent, qui sont parfois beaucoup plus précises, pas toujours, en tout cas qui nous permettent de voir des choses qu'on ne peut pas voir autrement. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on va, non pas seulement pour notre usage et pour faire les études dont on a besoin, mais vraiment pour partager avec d'autres acteurs et faire de l'Île-de-France une région pilote dans la manière dont on utilise les données satellites au service des acteurs territoriaux. On va le faire avec l'IGN, on va le faire avec ESRI, et je dirais, on voit bien que là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant au sens où, à partir de l'échelon régional, on invente des choses qui pourront être déclinées, pourront être suivies, pourront être inspirantes pour d'autres régions. Je trouve... Voilà, je voulais partager avec vous ce modèle de l'Institut et dire aussi qu'on a besoin aujourd'hui d'acteurs territoriaux qui soient plus puissants dans le domaine de l'expertise et de la donnée. Il y a énormément d'expertise partout, tout ce dont je vous ai parlé, l'Agence régionale pour la biodiversité, les observatoires régionaux de santé, ils existent dans les différentes régions, mais je dirais, aujourd'hui, l'urgence, c'est de les rassembler, de pouvoir les faire se croiser, de pouvoir les faire se parler de manière transversale, dans un lieu partenarial qui inspire confiance à l'ensemble des acteurs publics et privés, et qui puisse entrer dans ce dialogue national dont on a besoin, je dirais, pour sortir, et je terminerai par là, sortir de cette crise de l'action publique qui est intimement liée, à mon avis, à deux choses. Notre difficulté collective à entrer dans cette nouvelle ère de la data et notre difficulté à sortir du dilemme entre top-down et bottom-up. Voilà. Entre c'est l'État qui va avoir la vision et qui va nous faire un plan à 2030 en déversant suffisamment de milliards, ou bien une collection de projets locaux inspirants, mais qui ne pourront, je dirais, nous emmener plus loin que s'ils s'inscrivent dans une vraie ambition collective, nationale, éminemment politique, qui est celle de retrouver un pouvoir sur les choses dans ce nouveau monde dans lequel nous entrons. Voilà. Je m'arrête là. Ravi d'engager le débat avec vous. Alors voilà, c'était un peu, on va peut-être en décalage avec les propos de la journée, mais en tout cas, c'était ce que je voulais partager avec vous parce que c'est ce qui me tient à cœur. De manière très personnelle. Merci Nicolas. Je me permets pour lancer la discussion de te poser une question. L'Institut Paris Région, c'est une agence d'urbanisme. Vous êtes un certain nombre d'agences d'urbanisme aujourd'hui en France, avec des tailles différentes, moins importantes qu'en région Île-de-France bien sûr, mais beaucoup d'experts de la donnée, beaucoup d'acteurs qui depuis des années travaillent avec de la data. Et l'une des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir si ces métiers d'experts ne sont pas eux-mêmes un peu bousculés par ces évolutions que tu décris de façon globale, et de savoir comment ces métiers d'études qui apportaient des expertises à l'attention des décideurs, beaucoup pour planifier, pour organiser les choses, vont eux-mêmes pouvoir s'adapter face à cette nouvelle économie de la donnée que tu décrivais rapidement. Oui, effectivement, c'est
un enjeu assez fondamental et très intéressant, je le vois dans mon organisation, dans la manière dont on se réorganise. On parlait du DSI. Le DSI et je dirais les directions d'expertise, transport, urbanisme, économie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les choses se reconfigurent autour de la donnée. C'est-à-dire que l'expert vient accompagner le DSI dans sa capacité à, je dirais, à mettre des outils au service du collectif. J'en ai eu un exemple il y a quelques mois, puisque avec un outil d'intelligence artificielle, on a pu compter, avec beaucoup de prudence et d'erreurs, enfin, voilà, peu importe, on a lâché dans la nature le nombre d'arbres en Île-de-France. Voilà. Et en fait, mes experts de la forêt ont dit mais quoi, on n'a pas été... Voilà, ça s'est fait sans nous. Voilà. Et nous, on aurait pu vous dire que... et donc, toute la difficulté aujourd'hui pour moi, c'est justement que ces vies parallèles du DSI, des gens qui peuvent travailler sur des modèles d'intelligence artificielle pour, par exemple, détecter les dépôts sauvages, qui sont un énorme problème des collectivités, etc., puissent le faire dans une relation d'égalité et non plus dans une relation servant où, en fait, l'expert vient demander à la DSI tel ou tel outil dont il a besoin. On est obligé de complètement reconfigurer les choses et l'expert, qui travaille depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans sur les arbres ou sur les déchets, va venir travailler pour conseiller et pour voir comment on peut inventer un outil et comment notre produit, ce qu'on apporte à la collectivité, n'est plus une expertise, n'est plus l'étude de 20, 50, 100 pages, mais c'est un outil mais qui ne sera pertinent que parce qu'il y aura derrière l'expertise. C'est ça qui est important, c'est que ce choix de la data, cette priorité data, elle est pertinente parce qu'elle s'adosse à l'expertise. Donc effectivement, tu as raison de le dire, on est en train complètement de reconfigurer les métiers, de reconfigurer les fonctions. Oui, bonjour. Emmanuel Roux, le chaudron.io. Je voulais vous dire un grand merci pour votre parole. Et je pense qu'on partage la même passion du politique, du numérique et du lien très fort entre les deux. Donc d'abord, un grand merci. J'ai la chance de fréquenter et d'accompagner de nombreux dirigeants politiques, économiques et académiques. Je note quand même leur décrochage complet sur nos sujets. Il faut le dire, très souvent, trop souvent. Trop loin, en m'entendant dire bah non, la data c'est pas moi, c'est la DSI typiquement, ou de toute façon oui Manel c'est bien, mais penser la séparation de deux bases de données dans deux juridictions différentes pour éviter par exemple qu'une même personne croise des données sensibles, c'est trop tech, il paraît, comme discours, quoi. C'est quand même assez surprenant. On parle de droit pourtant, et je vous parle là de gens extrêmement à la tête très bien faite de l'État. Comment on les approche? Comment vous les convainquez? Et c'est quoi votre rapport aujourd'hui à ces élus que vous fréquentez tous les jours, je suppose, et aux autres grands administrateurs pour réussir à faire politique numérique ensemble? C'est pas facile. Quand j'étais à l'Institut Montaigne, bon, c'était plutôt les sphères nationales, et c'était intéressant. Je discutais notamment beaucoup avec Amélie de Montchalin et son cabinet. Et c'était très intéressant de voir que quand je parlais de ça au directeur de cabinet d'Amélie de Montchalin, je ne sais plus quelle est la date, mais c'était avant le Covid, il ne comprenait pas ce que je racontais. Voilà. Il ne comprenait pas. Je lui parlais de ça et il me parlait open data. Voilà. Et ensuite, il y a quand même eu un moment de percolation. Voilà. Il y a eu un moment où on s'est mis à comprendre, en tout cas en Macronie et dans cette partie-là de la Macronie, de comprendre cet enjeu. Voilà. Et donc il y a eu ces moments assez intéressants, je dirais embryonnaires, mais intéressants, du baromètre de l'action publique d'Amélie de Montchalin, où on commençait à voir cet enjeu de, par exemple, du décloisonnement. C'était terriblement modeste, mais en tout cas, c'était intéressant de voir la volonté de cette équipe de faire bouger les choses, d'aller challenger chaque ministère, justement pour poser cette question de la donnée, qui est la question du réel, hein, finalement. Et là, j'ai plutôt le sentiment d'un recul. Et je pense que ce que dit Jacques sur la loi qui arrive, je pense, est intéressant. C'est quand même la question centrale en réalité. Et donc, comment on fait, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Un dirigeant, ça devrait, encore une fois, pardon, je suis historien, mais Louis XIV, il attendait les rapports. Enfin, je veux dire, il voulait savoir. Il envoyait des gens pour lui faire des notes, essayer de comprendre, de saisir la réalité. Et tous les grands politiques, Lee Kuan Yew à Singapour, c'est cette espèce de libido, libido siendi, quoi. Voilà. Où est cette libido siendi? C'est un peu une question collective. Voilà.